Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Think Holistic. Aujourd'hui, nous allons reparler du chamanisme et du mécanisme des projections psychiques ou des projections mentales. Alors, du coup, pour ceux qui ont écouté la précédente vidéo, vous allez peut-être vous dire, bon, mais tout ça me paraît un petit peu abstrait, c'est un petit peu difficile à comprendre en fait. Et c'est vrai qu'on touche un petit peu là à une espèce de frontière, hein. Donc je vais aussi profiter de cette vidéo pour parler un petit peu du parallèle avec la psychologie et le chamanisme. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, pour comprendre tout ça, il est essentiel d'explorer le domaine en question et de faire sa propre expérience. Et c'est un petit peu le problème lorsque on se penche dans le domaine de la psychologie. C'est un petit peu ça aussi, moi, qui m'a, on va dire, réfréné à poursuivre des études à l'université. Après, bon, j'ai tendance à être très campé sur mes positions, hein, bon. Mais en fait, on parle de psychologie, donc de l'étude de l'âme, de la psyché. Donc psyché, en fait, en grec, ça veut dire l'âme. Mais finalement, on se pose jamais la question, mais qu'est-ce que c'est que l'âme, en fait? À quoi ça correspond? Enfin, ou du moins, abordons le concept. On se pose jamais la question. Et moi, c'est ça un petit peu qui me dérange, c'est que finalement, on rentre dans un domaine, on dit qu'on étudie un domaine, on dit même qu'on est une personne qui a étudié le domaine en question, qui est donc diplômée de l'étude de ce domaine, mais finalement, c'est quoi l'âme? C'est quoi l'âme en fait? La dimension de l'âme? C'est ça qui est très compliqué en fait à comprendre, parce que ce mot est aussi donc galvaudé, parce que dès qu'on parle d'âme, tout de suite, comment dire, on a tendance à penser un petit peu à la religion, parce qu'il a été beaucoup utilisé dans le domaine de la religion, certes, mais finalement, c'est quoi cette âme, cette totalité en fait de nous-mêmes? Parce que quelque part, on peut dire que l'âme, c'est la totalité de nous-mêmes, peu importe ce qu'on y met dedans, c'est la totalité de notre individualité. Donc c'est quand même une question qui est fondamentale, qui est même primordiale, surtout quand on commence à rentrer dans ce domaine en fait. Et moi j'ai commencé assez rapidement, une fois que j'ai terminé d'explorer on va dire la dimension freudienne, à lire Jung, et à travers les travaux de Jung, eh bien, je me suis rendu compte à quel point, effectivement, la dimension qu'on peut donner à l'âme, c'est-à-dire l'expérience, on va dire, intérieure de l'âme, eh bien, est peut-être beaucoup plus vaste qu'on le pense, et en tout cas ne se limite pas uniquement à l'activité cérébrale ou au fonctionnement, on va dire, physiologique du corps. Il y a quand même autre chose derrière tout ça. Ce autre chose, chacun le définit comme il le veut, comme il le souhaite. De toute façon, au bout d'un moment, la perception qu'on va avoir de cette autre chose va passer par des filtres. Et les filtres sont donc subjectifs, c'est-à-dire qu'ils sont dépendants de différents facteurs, ils sont propres à chacun. Un des premiers filtres va être un filtre culturel, c'est-à-dire qu'une culture donnée avec des croyances, une cosmogonie, c'est-à-dire une façon de voir la création du monde spécifique, va du coup entraîner une perception différente de ces mécanismes ou de ce qu'on appelle l'âme en fait. Vous voyez? Pour autant, il y a des choses qui se recoupent et il y a des parallèles qu'on peut faire en fait. Même si les terminologies sont pas les mêmes, même si eh bien l'approche n'est pas tout à fait identique, il y a quand même des parallèles qu'on peut faire. Il y a quand même des espèces de grandes lois universelles. Dans cette vidéo aussi, je vais parler un petit peu, et je vais faire un parallèle avec le modèle des 8 circuits de conscience. J'en ai déjà parlé un petit peu une fois dans un live. Je vous réfère au site que j'ai créé, donc qui s'appelle maintenant Holistic Care. Oh, attendez, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. 8cc Holistic Care, c'est ça. Et je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et du coup, dans mon site, vous verrez le travail que j'ai fait à travers les circuits de conscience et la naturopathie, et j'ai fait un petit livret gratuit que vous pouvez télécharger, voilà, qui vous permettra peut-être d'explorer un petit peu la question si vous souhaitez. Ce modèle est intéressant, parce que du coup, on y intègre beaucoup de choses. On y intègre à la fois la dimension holistique, bien entendu, et à travers cet aspect très social, c'est-à-dire le côté contexte culturel et social, qui est en lien avec ce quatrième circuit. En gros, on va dire qu'à travers ce modèle des 8 circuits, on met un petit peu en avant les différents filtres qui passent par
la perception que peut avoir un individu, et ces différents filtres, qui correspondent plus ou moins, on va dire, premièrement, aux 4 circuits de base, ils vont être codépendants de choses qui sont, on va dire, très basiques, très matérielles, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même, à travers toute cette différence, il y a quand même des choses qui sont de l'ordre du vérifiable et du matériel, quoi. Sinon, bien entendu, certains domaines de la psychologie ne pourraient pas s'établir sur du solide. Donc, bien entendu qu'il y a du solide, je pense notamment à la psychologie cognitive ou la psychologie sociale. Bien entendu, donc, il y a du solide, des choses qui sont concrètes, des choses qui sont reliées avec le domaine donc, neuropsychologique, c'est-à-dire le domaine physiologique, le fonctionnement du cerveau, et on peut aussi faire un parallèle avec le fonctionnement hormonal. Tout ça, bien entendu, existe et va modeler et correspond plus ou moins, si vous voulez, aux 4 circuits, de base, en fait. Mais il y a un domaine qui dépasse un peu tout ça. Okay, quand on commence à sortir, on va dire, du matériel, quand on commence à toucher à l'intangible ou à l'impalpable, à ce qui n'est plus concret, là, ça devient difficile, en fait. Dans un sens où, tant qu'on n'a pas expérimenté les choses, tant qu'on n'est pas passé par une expérimentation individuelle, ça va être compliqué d'échanger là-dessus. Malheureusement. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on reste trop dans la dimension matérielle, la dimension des 4 circuits du bas, si vous voulez, ou la dimension psychologique classique, ou dite universitaire, eh bien on peut avoir tendance peut-être à rester un petit peu trop au point de vue intellectuel, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est sûr qu'au bout d'un moment, d'un point de vue intellectuel pur, pour faire un parallèle avec les 4 fonctions psychologiques comment dire, que Jung a proposé à travers ses travaux, rester uniquement sur le champ de la fonction psychologique, la pensée, je vous réfère pour ça à la vidéo que j'ai faite à ce sujet, ça va être un peu compliqué pour avoir une vision d'ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bien entendu, la fonction de la pensée, elle est dans le domaine du rationnel, elle va dire que tout est vérifié, tout est basé sur des faits, c'est du concret, c'est du réel. Oui, mais tout n'est pas rationnel à travers, comment dire, dans le monde. À travers cette réalité. Tout n'est pas rationnel. L'irrationnel est là, il existe. Et on a besoin de le prendre en considération et de l'explorer. Et donc du coup, dans ce domaine donc, de la psychologie, pour moi l'expérimentation est fondamentale. Moi c'est un petit peu ce que j'ai fait en fait. Donc j'ai lu Freud, après je me suis intéressé à Jung, à Adler aussi un petit peu, mais je suis revenu plus tard à Adler. Et après très rapidement, ce qui m'a intéressé, c'est les parallèles en fait entre la psychologie, enfin on va dire classique, et les relations qu'il y a avec le corps et toute la dimension énergétique. Il n'y avait aucune approche, je pense toujours pas d'ailleurs qu'il y ait une approche universitaire à ce sujet. Bon, mais en tout cas, à part quelques grands noms comme Wilhelm Reich, en tout cas c'était très intéressant, et puis moi j'ai expérimenté l'énergétique, c'est devenu une partie intégrante de ma vie. Alors je l'ai fait principalement à travers le Reiki, mais il y a le Qigong aussi que j'ai pratiqué, et puis le yoga qui existe bien entendu, enfin bon, il y a de quoi faire dans ce domaine, hein. Et du coup, ça m'a amené à comprendre qu'en fait, ce qu'on appelle l'âme, la psychique, intègre aussi cette dimension. Et cette dimension de l'énergétique est donc incluse dans ce modèle des 8 circuits de conscience. Ça correspond au 5e circuit. Ok? Alors après, il y a un autre cap à passer. L'autre cap à passer, c'est quand on commence à prendre en considération qu'en fait, eh bien, le système nerveux est capable de se programmer lui-même, ou plus, on va dire, plus concrètement, on est capable de s'auto-hypnotiser ou on est capable de changer l'état de conscience, et dans ce changement d'état de conscience, on expérimente autre chose en fait. On expérimente d'autres formes de réalité, et ces autres choses en fait peuvent s'expérimenter notamment au travers des rêves. Il y a des rêves qui sont parfois très forts, il y a des gens qui savent vraiment que ce qu'ils sont en train de rêver, c'est la réalité en fait. On est dans le domaine du rêve éveillé. Voilà, il y a des gens aussi qui ont fait des projections, dites des projections astrales, donc à l'époque je m'étais intéressé aussi à tout ça. Et donc là, en fait, tout ce domaine, en fait, de l'exploration du psychisme, ou plutôt de la projection mentale, et de la capacité du cerveau, en fait, ou plutôt de l'âme, hein, à créer une réalité, ou plutôt à rentrer dans d'autres réalités, et le propre, donc, du circuit qui est juste au-dessus du 5e, c'est le 6e, c'est le circuit psychique. Ok? Et donc la psychologie, en fait, pourquoi c'est important pour moi de passer par l'expérimentation? Bah, c'est parce qu'en fait, si on est uniquement dans une démarche, on va dire, intellectuelle, voilà, basée uniquement sur des études de bouquins, des études avec des personnes, certes, mais on peut très bien faire, comment dire, échanger avec quelqu'un, rester uniquement d'un point de vue intellectuel, travailler peut-être un petit peu sur les émotions, mais
voilà, ça peut être quand même malheureusement parfois très superficiel, hein, bon. Et, ou alors on peut aller plus loin nous-mêmes et expérimenter, essayer. Et c'est un peu ça ce qui s'est passé avec le chamanisme en fait, hein. Donc c'est les anthropologues comme Michael Harner, mais il y en a d'autres, qui ont commencé à participer à des cérémonies et qui ont donc participé à des pratiques de changement d'état de conscience, d'abord d'un point de vue anthropologique, hein, parce que bah, au bout d'un moment, c'était important pour eux pour comprendre le fonctionnement de la société dans laquelle ils étaient, de participer à ça, parce que pour beaucoup de sociétés, ça reste quand même un point, comment dire, une pratique fondamentale. Donc en fait, eux, ils ont passé le cap, si vous voulez, de sortir du champ uniquement intellectuel pour passer dans le champ expérimental. Au niveau des cas de fonction psychologiques, c'est comme si je vous disais qu'en fait, bah, il y a la fonction de la pensée qui fait, dis donc, c'est super intéressant, ils font ça, ils font ci, ah tiens, ça fait un parallèle avec telle culture, je note ça, je note ci, tout ça, machin. Mais finalement, ah, il y a une pratique un peu bizarre, bon, finalement, je sais pas ce qu'ils font, parce que bah, j'observe des choses de l'extérieur, on dirait là que l'autre, là, avec ça, il a une espèce de truc sur la tête, il est complètement fou, on sait pas ce qu'il fait, bon voilà, puis il crie dans tous les sens, putain, tout le monde se met à crier, oh, bah c'est un phénomène collectif d'exutoire, voilà. On peut rester sur ce mode-là, ou plutôt se dire, mais tiens, je vais rentrer moi-même dans la pratique, je vais expérimenter par moi-même et voir vraiment ce qui se passe. Et sortir du coup du champ typiquement uniquement factuel et intellectuel pour rentrer dans le champ de l'expérimentation. Donc au niveau des cas de fonction psychologique, en gros, c'est comme si vous disiez, ben, je vais activer la fonction de la sensation, premièrement, et de l'intuition. C'est-à-dire, je vais me mettre dans le réel, d'abord, c'est-à-dire vraiment m'intégrer avec eux et participer dans le concret, et je vais également aussi donc bah, sortir un petit peu du champ du rationnel, du champ de ce qui est perceptible avec nos sens directs, et là on rentre dans le domaine de l'intuition. Donc ces anthropologues-là, bien entendu, ils ont été très décriés, parce que bah du coup, bah, oui, mais alors si vous commencez à rentrer, vous, à participer aux cérémonies, vous parlez de votre objectivité, voilà, en gros, bon, vous sortez du cadre de l'anthropologie classique. Mais l'histoire de Michael Harner, voilà, bon, après il a créé la FSS, la Foundation for Shamanic Studies, et puis du coup, là maintenant on voit que le chamanisme revient en vogue, on en entend de partout, donc il avait quand même, pour moi il avait raison, au bout d'un moment il faut qu'on passe à l'expérimentation, il faut qu'on essaie, et dans la psychologie, bah, c'est pareil, il faut essayer, il faut expérimenter. Donc si tout ça vous paraît beaucoup trop abstrait, pardon, eh bien expérimentez par vous-même. Essayez, si vous avez la possibilité, vous avez un praticien chamanique ou quelqu'un qui fait des stages, bah, pratiquez, expérimentez, essayez, forgez-vous votre propre opinion, apprenez à méditer, apprenez à essayer de ressentir les énergies, tout ça, allez-y, vraiment allez-y, faites-vous vraiment ces expériences et vous allez donc du coup réactiver ces deux premiers circuits supérieurs, le cinquième et le sixième, et ça vous permettra de vous forger une vision beaucoup plus bah, globale, quoi, tout simplement. Parce que si on reste d'un point de vue uniquement intellectuel, le problème c'est que si on reste d'un point de vue intellectuel, on va rester uniquement sur des références de texte, et au bout d'un moment on tourne en rond. C'est-à-dire qu'en fait, vous restez dans les mêmes référentiels, en gros, on fait toujours même référence au même auteur et tout. Il y a un côté très rébarbatif et très routinier, en fait, un petit peu dans le processus intellectuel, malheureusement. Pourquoi? Parce que, eh bien, étonnamment parlant, je vais dire ça comme ça, c'est pas l'intellect, c'est pas la fonction de rationalisation qui trouve de nouvelles idées, en fait. Ça passe plus par l'intuition. Et oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, nous captons en fait des informations, nous sommes comme des espèces ou plutôt nous avons comme des espèces d'antennes, en fait, et ces antennes nous permettent vraiment de capter des informations qui ne sont pas dans notre cerveau à proprement parler, en fait. C'est ça la grosse différence. Alors du coup, pour revenir au chamanisme et donc à cette histoire de projection psychique et psychologique, eh bien, il faut comprendre que justement, ce dont se sont rendus compte les gens qui ont commencé à pratiquer le chamanisme, notamment au tambour, c'est qu'effectivement, on peut rentrer en fait dans la psyché, dans notre psyché et dans la psyché d'une autre personne. Et pour reprendre un petit peu ce que j'ai dit avant dans la précédente vidéo, où je vous dis que bah, les voyages chamaniques, ce sont des projections mentales et que du coup, il peut y avoir un aspect co-créateur et tout, bah, en fait, oui, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que on fait une espèce de projection, que ce qu'on voit n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on peut faire un voyage chamanique pour rentrer, entre guillemets, dans la psyché de quelqu'un, et ce qu'on va avoir va avoir donc une réalité pour la personne. Là où justement il faut mettre des limites avec la pratique du chamanisme, c'est que du coup, l'exploration du sixième circuit n'a pas forcément un lien direct avec la dimension matérielle dans laquelle on est, en fait.
C'est ça que je voulais un petit peu dire dans la précédente vidéo, et que du coup, il faut faire attention à différencier de l'ordre de ce qui est des projections mentales, vraiment, et de l'ordre de ce qui est vraiment de cette dimension matérielle, qui est elle aussi fondamentale. En gros, eh ben, il faut faire preuve de discernement. Pour autant, bah, l'expérience chamanique est hyper intéressante, même si on peut avoir ce côté suggestibilité qui passe par là, eh bien c'est pas grave, il faut en avoir conscience. Si on est capable de s'auto-conditionner ou de se faire conditionner plutôt à travers des pratiques de chamanisme, voilà, même en groupe et tout, où en fait on se rend compte que bah, on fait un voyage en groupe et même si les récits sont un petit peu différents, sont les personnes, il y a quand même des éléments qui se recoupent, ça veut quand même dire qu'il y a quand même une espèce de connexion entre ces différents champs psychiques qui ont voyagé, quoi. Également, une chose qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, quand vous faites un voyage chamanique, il y a une partie, effectivement, de notre psychisme ou de notre cerveau. Je ne sais pas si c'est dans le cerveau en fait, hein. Bon, peut-être que si, hein, parce que les études neurologiques qu'ils font actuellement sur Corinne Sombran notamment, quand elle rentre en transe, ils se rendent compte que du coup ils retrouvent les mêmes types d'ondes que chez les psychotiques, enfin bon. Mais bon, on ne sait pas si c'est un mécanisme qui naît dans le cerveau ou qui passe par le cerveau, encore une fois. Voilà. Bon, du coup, enfin peu importe. En tout cas, on active cette dimension donc, de notre psychisme de créer une réalité et de rentrer du coup dans une autre dimension. Alors, est-ce que cette dimension est réelle ou pas? La question ne se pose pas à un certain niveau, parce qu'en fait, la problématique de la réalité est une problématique de l'expérience. D'accord? Bien entendu que la réalité physique existe, qu'elle est tangible, mais après, elle passe aussi par des champs qui sont subjectifs à chacun. D'accord? Notamment par rapport au sens physique. Mais d'un point de vue philosophique, une réalité, c'est quelque chose que vous expérimentez. Donc dès lors qu'en fait vous expérimentez quelque chose, que vous sentez quelque chose, que vous avez des émotions, que vous avez des sensations, eh bien du coup on peut parler d'une forme de réalité. D'accord? Donc en fait, quand vous faites un rêve éveillé ou un rêve qui est particulièrement fort, vous êtes dans une forme de réalité. C'est tout à fait réel pour vous. Vous voyez, la discussion sémantique de est-ce que c'est réel ou pas, c'est la fonction de la pensée, le mental rationnel qui se la pose, et donc c'est très bien, parce qu'il faut la garder, faut pas lui dire non, 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 voilà. Mais au bout d'un moment, il faut la mettre un peu de côté, et la laisser à la place où elle doit rester, et rentrer dans l'expérience en elle-même. Parce que ce qui compte, en fait, dans l'expérience du voyage chamanique, c'est pas tellement la réalité ou pas de ce qu'on y voit, de ce qu'on y ressent, c'est ce qu'on va en retirer, c'est ce qu'on va en comprendre en fait. Et c'est exactement la même chose dans le monde dans lequel on vit. C'est pas tellement de savoir s'il est, il est tangible ou complètement objectif. Bon, voilà, on peut poser aussi beaucoup de questions par rapport à la réalité physique, mais c'est ce qu'on en retire, c'est ce qu'on y fait, c'est ce qu'on y voit, c'est ce qu'on y expérimente. Avec les voyages chamaniques, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Simplement, effectivement, lorsque on va dire qu'au niveau de la psychologie de base, d'accord, et au niveau des cas de circuit de base, il peut y avoir des formes de déséquilibre ou des choses qui ne sont pas complètement intégrées, eh bien, ça peut perturber la perception que la personne va avoir de son voyage chamanique, ou du coup, eh bien, on va avoir une difficulté à différencier ce qui est de l'ordre de la projection mentale ou la projection psychologique et de l'ordre du tangible, quoi. Alors vous allez me dire, mais du coup, finalement, comment savoir, comment s'y retrouver dans tout ça? Comment savoir si bon, bah d'accord, tout ce que je vis, j'expérimente, c'est réel, mais dans ces cas-là, si on me met une illusion, voilà, elle va être réelle pour moi. Oui, c'est vrai. Et là, on rentre dans le domaine de la perception. C'est-à-dire qu'effectivement, on dort de ce champ psychologique, on dort des quatre fonctions psychologiques de Jung, hein, la fonction de la pensée, la fonction du sentiment, la fonction de l'intuition, de la sensation. On dort du champ énergétique, la dimension de l'énergétique et des sensations énergétiques. On dort des capacités du psychisme, de s'auto-hypnotiser, de faire des voyages chamaniques et tout. On se rend compte qu'en fait, il y a une fonction de perception qui qui est au-delà de tout cela, en fait. Qui est au-delà de comment dire, du fonctionnement du cerveau, et qui est au-delà des cas de fonction psychologiques de base, ou bon, voilà, ou de la psychologie cognitive, on va dire ça comme ça.
On a une conscience qui est d'ordre du champ perceptuel, ou plutôt, pour dire autrement, on a une conscience qui est basée sur la perception, en fait. Et cette perception-là, c'est dans le bouddhisme, on appelle ça vraiment la pleine conscience. Et bien du coup, cette perception-là est en dehors en fait de ce qu'on appelle le mental ou de la pensée ou des quatre ou des fonctions de base. C'est pas une émotion, c'est pas un sentiment, c'est pas une pensée, c'est pas vraiment non plus qu'une intuition, c'est pas non plus qu'une sensation, c'est autre chose. Et cette autre chose, eh bien, on peut le comprendre uniquement par la pratique en fait. Et là, on en revient, si vous voulez, pour boucler la boucle à ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire qu'en fait, il faut expérimenter, il faut essayer des choses. Et il faut avoir connu le changement d'état de conscience pour comprendre un petit peu ce qu'il en est. Pour vous citer un exemple tout simple, c'est comme si vous expliquiez à quelqu'un qui n'a jamais eu de relation sexuelle ce que c'est de faire l'amour en fait. Et les sensations qu'on a quand on fait l'amour, quand on donne du plaisir à sa partenaire, et quand on a du plaisir aussi, et ce qui peut se passer, parce qu'il se passe des choses qui sont de l'ordre de l'instinctif, ah bon voilà quoi. Expliquer ça à quelqu'un qui l'a jamais expérimenté, ça va me paraître excessivement compliqué. Il va forcément s'en faire qu'une idée vague. Donc voilà, et donc pour venir à la psychologie et au chamanisme, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, du coup, les praticiens chamaniques, on va dire nouvellement, comme Michael Harner, hein, voilà, qui ont redécouvert tout ça, et on s'en parlait non plus des plantes psychotropes, qui font partie du chamanisme, hein, mais qui sont, on va dire, dans une forme de chamanisme autour de substances en fait qu'on ingère, tandis que quand on fait un voyage chamanique, je pense que le corps en fait génère ses propres substances entre guillemets quoi. Et donc, dans ces formes d'expérimentation chamanique, en fait, bah, les psychologues et autres ont expérimenté eux-mêmes et ont vu, et puis du coup, en fait, on redécouvre des choses que bah, ces peuplades, en fait, connaissaient depuis très longtemps et ont expérimenté, mais ils n'avaient pas le champ sémantique de ce qu'on appelle la psychologie, qui est une création occidentale, en fait, hein, complètement occidentale. Il n'y a pas de psychologie en Asie, voilà, hein, chez les bouddhistes, il n'y a pas de terminologie psychologie. Pour autant, on se rend compte que les bouddhistes ont des connaissances dans le domaine de l'âme, du fonctionnement des états mentaux, tout ça, excessivement poussées, même beaucoup plus que nous. Pareil en Inde avec l'hindouisme. Donc, du coup, il faut sortir voilà, de ce champ conceptuel de base, sortir de l'intellect et passer par l'expérimentation. Ce qui se passe aussi quand vous faites des voyages chamaniques, eh bien, en fait, vous exacerbez vos sens psychiques. L'intuition, la clairaudience, tous ces sens-là, en fait, sont exacerbés quand vous faites des voyages chamaniques. Donc, il y a quand même un côté perceptuel de l'ordre du sensible qui peut vraiment nous amener à passer le cap de, effectivement, je prends conscience que je suis une conscience et que j'ai une capacité à percevoir, en fait, ce qu'on peut appeler la vraie réalité. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à travers ces multiples réalités, il y a une forme de vraie réalité. Alors vous allez me dire, mais c'est très platonicien. Ouais, c'est sûr, parce que Platon, on a parlé à travers les mots de Socrate dans ses textes. Mais c'est une notion qui existe en fait à travers le monde, à travers les grandes traditions, et les bouddhistes en parlent. Ils disent justement, quand vous sortez des différents égrégats, quand vous êtes vraiment dans la conscience et la perception, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconditionné, d'accord, de l'immatériel, quelque chose qui n'est pas dans la réalité physique dans laquelle on est, d'accord, mais qui existe. Et ce quelque chose-là permet d'avoir une objectivité qui se partage entre tous ceux qui touchent à ça, en fait. C'est comme si, en fait, je vous disais que à travers l'expérimentation des expériences de vie qu'on a à travers les 4 circuits de base et les 2 premiers supérieurs, en fait, on nettoie aussi nos filtres. Dans le bouddhisme, on parlerait des impuretés, et comment dire, des états négatifs, l'émotion, mais qui sont pas complètement, enfin négatifs, c'est aussi un terme péjoratif, hein, mais on nettoie nos filtres pour arriver à atteindre, donc c'est le 7e circuit, pour arriver à atteindre en fait la perception. Et la perception,
c'est la conscience, en fait. D'un point de vue alchimique, si vous voulez, pour faire un autre parallèle, on va dire que la perception, c'est retrouver notre soi, c'est-à-dire notre identité véritable, ce qu'on est véritablement. C'est pas uniquement ce corps, cette incarnation, ou le nom, ou le prénom que vous avez, tout ça c'est la persona, la fonction sociale, et tout ça c'est l'ordre de la persona, sous l'ordre du moi en fait. Là on est vraiment au-delà de ça. Non, non, vous comprenez qu'en fait, vous retrouvez le lien avec votre véritable identité, votre âme, et il n'y a même pas de je suis en fait dans cette notion-là. Ok? Et ça, c'est, d'un point de vue alchimique, c'est la quintessence, en fait. C'est la cinquième essence. La cinquième essence comment dire, qui va se réaliser quand on va, du coup, intégrer et travailler sur les quatre autres, les quatre éléments principaux, et qu'on va, du coup, les raffiner, et puis tomber dans la dissolution et la réunification des opposés, et voilà. Et c'est des notions que vous retrouvez dans le bouddhisme et l'hindouisme, enfin, toutes les pratiques, en fait, de changement, de pratique de changement intérieur, de travail sur soi, en fait, il y a cette notion de quelque part de dissoudre les choses et de les ramener, en fait. Je dissous, je ramène, je dissous, je ramène. Ouais, c'est vraiment très compliqué à expliquer tout ça, en fait. Hein. Du coup, voilà, du coup, au bout d'un moment, c'est important, en tout cas pour vous, si tout ça vous paraît beaucoup trop abstrait, de passer par l'expérimentation, de passer par le vécu, parce que c'est uniquement comme ça que vous comprendrez. D'ailleurs, le terme comprendre, il y a, c'est prendre avec soi. Ok? Et du coup, bah voilà, hein, pour conclure un petit peu cette vidéo, ce mécanisme de projection mentale, de projection psychique, nous permet de toucher une espèce de limite, une barrière, qui est aussi une potentialité que nous avons en tant qu'individus, de créer des réalités, de créer des rêves. En fait, c'est comme si on était dans un rêve, même ici, et que en fait, on rêvait tous ensemble, et qu'il y a des rêves qui sont imbriqués dans des rêves. C'est le côté multidimensionnel, quoi. Donc on en perd complètement son latin, au bout d'un moment, parce qu'on se dit, mais waouh, c'est complètement barré. Mais en fait, derrière ça, il y a une structure, il y a une organisation, il y a des grands archétypes, des grands principes, et il y a cette architecture globale qui existe et qui est plus en lien avec la dimension du septième circuit, ou alors au niveau des chakras, on est vraiment dans le septième chakra, quoi. Je veux dire, on est dans la conscience universelle, en fait. Vous voyez? Donc voilà, en tout cas, bah, écoutez, bonne expérimentation à tous, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Prochaine vidéo, je reviens sur les quatre fonctions psychologiques, je boucle la boucle, et je parlerai donc de l'intuition, et intuition et sensation, et puis on aura terminé sur les quatre fonctions psychologiques, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis, bye bye.